biomarkers et bien sûr des traitements futurs, peut-être des traitements futurs dans la polyarthrite rhumatoïde, les small molecules. Donc voilà cette synthèse de dernières innovations et actualités de la polyarthrite rhumatoïde va nous permettre certainement d'améliorer nos connaissances et surtout nos pratiques en tant que rhumatologue avec un objectif ciblé, c'est bien sûr une meilleure prise en charge de nos patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Et essentiellement dans cette situation actuelle de post-confinement où malheureusement pas mal de nos patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ont été malheureusement contraints par crainte de la contamination à abandonner leur traitement et leur suivi pendant cette période de pandémie. Donc voilà, je vous invite à poster vos questions et vos commentaires via le chat que je vais regrouper en fin de la première partie. Donc professeur Lelali, à vous la parole. Merci. Merci Linda. Il faudrait que tu te déconnectes et tu fermes ton audio. Merci. Bonjour tout le monde. C'est assez frustrant de ne pas pouvoir vous voir directement, mais j'espère que cette situation va changer. J'ai le plaisir de présenter avec mon ami le professeur Hachemlel. Vous m'entendez? Just say yes, comme ça je vois que... Oui. Oui, ok. Donc j'ai le plaisir de présenter avec mon ami le professeur Hachemlel ces highlights de l'ELAR concernant la polyarthrite rhumatoïde. Alors, on a fait je vais parler des études qui ont été présentées lors du 3 et 5 juin. Donc, on a fait jour pair et jour impair. J'ai dû faire un choix. J'espère que vous n'allez pas être contre. J'ai fait le choix de ne pas vous parler des études qui sont des essais qui sont en cours de développement, des molécules qui sont en cours de développement, puisqu'on aura l'occasion de les voir encore et encore. Et j'ai focalisé ma présentation pour répondre à des questions pratiques et des problématiques qu'on voit tous les jours. Alors, il fallait un fil directeur et un fil conducteur, et pour cela, j'ai imaginé en fait une patiente assez particulière qui vient vous voir en consultation et qui vous pose beaucoup de problèmes et beaucoup de questions, et on va y répondre à travers les highlights de l'ELAR. Alors, il s'agit de Cédia qui a 35 ans, qui est enseignante, qui a une polyarthrite rhumatoïde active évoluant depuis 6 mois. Elle a un BMI à 26 kg par mètre carré. Elle est hypertendue. Elle a un antécédent de phlébite. Elle avait vu un généraliste qui l'a mise sous corticoïde à 10 mg. Au début, elle allait bien évidemment, mais avec une rechute. 2 mois plus tard, elle consulte un médecin, un rhumatologue, qui l'a mise sous 20 mg de méthotrexate et a baissé la corticothérapie à 7,5 mg. Elle vient vous voir en poussée. Elle a un DAS 28 à 6,4. Elle n'est pas très contente. Elle a une VS à 110 et une CRP à 90. Et le diagnostic ne pose aucun problème. Elle a un anti-CCP positif et des facteurs rhumatoïdes positifs. Elle vous dit au fait, qu'elle n'est pas du tout contente de tous les médecins qu'elle avait vus et que les traitements ne lui ont rien fait et que finalement, ces traitements ne servent à rien du tout. Alors, vous lui posez la question, avez-vous pris votre méthotrexate toutes les semaines? La réponse est non. Parfois, je saute le traitement. Il aggrave mon état, me donne une fatigue importante. Je ne pense pas que ça marche. Je viens vous voir parce que je veux un traitement naturel. Donc, est-ce que cette situation de Cédia, qui ne croit pas du tout au traitement de la polyarthrite rhumatoïde, est-ce qu'elle est assez fréquente? Qu'en est-il des autres patients? Alors, je vais vous présenter cette étude canadienne qui a été faite sur le registre, sur la cohorte CATCH, qui est une cohorte sur la polyarthrite rhumatoïde récente. Et le but de cette étude, les buts des auteurs, était de voir la croyance des patients concernant les traitements de la polyarthrite rhumatoïde. Et regardez le résultat, un tiers des patients seulement sont convaincus de la nécessité d'un traitement, alors que les 2 tiers sont soit indifférents du tout par rapport au traitement, soit totalement sceptiques. Les facteurs qui étaient liés à cette indifférence
était un faible degré d'activité de la maladie. Donc, en fait, les malades, comme c'est une PR récente et qui ont une activité qui est faible, ils ne voient pas vraiment l'importance du traitement, ce qui peut avoir un rôle assez néfaste sur l'adhérence au traitement. Donc, elle n'est pas la seule, c'est dire. Alors, elle prend le méthotrexate d'une manière intermittente. Est-ce que le fait qu'elle le prenne d'une manière intermittente a une répercussion sur l'activité de la maladie? On peut croire que c'est oui. Et cette étude a le mérite de l'avoir démontré, puisque c'est une étude donc, de la Corée du Sud, 331 polyarthrites rhumatoïdes. Ils ont divisé les patients en adhérents et non adhérents. Alors, comment ils ont défini l'adhérence au traitement? Est-ce que les patients ont pris leur traitement durant un an, plus de 80% du temps. Donc, chez ces patients-là, 8,7% étaient non adhérents et les patients qui étaient non adhérents avaient un DAS28 plus élevé, ce qui prouve qu'il y a une relation négative entre l'arrêt du traitement et l'activité de la maladie, le fait de le prendre en fait d'une manière intermittente et l'activité de la maladie. Donc, il fallait qu'elle le prenne d'une manière continue. Alors, elle veut un traitement naturel. En fait, elle est venue vous voir parce que on entend parler de traitement naturel de la polyarthrite rhumatoïde. Alors, est-ce qu'ils existent vraiment? Cette méta-analyse a été présentée à l'EULAR. Les auteurs ont étudié 4423 études sur les traitements naturels de la polyarthrite rhumatoïde. Ils en ont tiré 72 articles, 72 essais cliniques qui répondaient aux critères d'inclusion. Et quand ils ont poolé au fait les résultats, seuls 2 produits avaient une répercussion et avaient un effet positif sur la polyarthrite rhumatoïde. D'abord, la vitamine D. La supplémentation en vitamine D améliore le HAQ de 10%, donc c'est statistiquement significatif, ainsi que les oméga 3 qui améliorent jusqu'à 3 fois. Donc, la personne qui prend les oméga 3 a 3 fois plus de chances d'avoir un ACR20 que les autres. Donc, c'est statistiquement significatif, mais est-ce que c'est cliniquement pertinent? Donc, pour répondre à la question, oui, la vitamine D et les oméga 3 peuvent avoir un effet positif statistiquement significatif, mais bien évidemment non cliniquement pertinent pour qu'ils soient pris seuls. Donc, on doit prendre notre traitement et pourquoi pas ajouter de la vitamine D et des oméga 3, ça fera toujours du bien. Alors, on revient à notre patiente, on lui a expliqué tout ça, on lui a consacré une séance d'éducation thérapeutique, on arrive à la convaincre de prendre son méthotrexate, on la revoit dans 2 mois, elle est toujours active, bien évidemment, elle n'est pas du tout contente parce que, en fait, elle nous dit qu'elle a pris le traitement comme on lui a demandé et pourtant, elle est toujours active. Elle nous demande pourquoi. On lui explique qu'il y a plusieurs raisons. Parmi ces raisons, le retard diagnostique et de traitement, puisqu'en fait, elle n'a vu le rhumatologue qu'après 3 mois, alors qu'elle devait le voir après 6 semaines. Elle n'est pas très contente, elle est très sceptique, elle ne nous croit pas. Et en fait, comment on peut répondre? Voici la réponse à cette question. Ce sont des auteurs qui ont voulu savoir est-ce que la fourchette 6 semaines est aussi importante que ça? Et donc, ils ont répondu à cette question en étudiant 2 cohortes de polyarthrite rhumatoïde récente, la cohorte Leiden et la cohorte Espoir. Et vous voyez ici dans ce graphe, je vais utiliser le pointeur. Vous voyez le pointeur? Donc, les patients qui ont été vus et qui ont pris leur traitement moins de 6 semaines avaient un DAS28, une chance de rémission qui est supérieure aux personnes soit entre 7 et 12 semaines, soit qui ont pris leur traitement après plus de 12 semaines. Ce qui est assez intéressant dans cette étude, c'est qu'il y a aussi des résultats sur le plan radiographique. Et vous voyez donc les 3 groupes. Et le groupe qui a pris un traitement dans les 6 premières semaines a moins de progression radiographique par rapport à ceux qui ont pris leur traitement après 12 semaines. Donc oui, il y a une différence entre 6 semaines, 7 semaines et 12 semaines. Donc même si c'est 12 semaines, c'est bon, mais c'est pas aussi bon que 7 semaines.
Alors, donc, quelles que soient finalement les raisons pour lesquelles elle est en activité, elle est active. Et donc, on lui explique que le traitement ne marche pas, comme 30% de la population, on doit passer à l'étape suivante. Alors, quelle est l'étape suivante? Toujours la même question, on revient à cette question, biothérapie ou trithérapie. Alors, c'est l'étude STAR, au fait, du congrès de l'ELAR. C'est une étude internationale multicentrique, randomisée en double aveugle sur les donc pour les polyarthrites rhumatoïdes récentes. Et le protocole est le suivant. Les patients ont été randomisés en 4 groupes. Un groupe qui prend le traitement classique, c'est-à-dire méthotrexate plus cortencil ou trithérapie, méthylsalazo hydroxychloroquine. Le deuxième groupe qui prend le certolizumab avec méthotrexate. Le troisième, l'abatacept plus métho. Et le quatrième, le toci plus métho. Alors, regardez les résultats. Vous voyez ici la rémission selon le SDAI et il n'y a aucune différence entre la trithérapie et les 3 traitements biologiques. Autrement dit, vous pouvez donner une trithérapie chez une polyarthrite rhumatoïde récente, une trithérapie ou une biothérapie, ça donnerait la même chose. Alors, quand ils ont fait une analyse en sous-groupe de non-infériorité, la seule différence qui a été trouvée, c'est que l'abatacept plus méthotrexate a une différence plus importante de 9% sur le plan rémission, mais c'est une analyse en sous-groupe. Alors, pour revenir à notre patiente, malgré cette étude qui est positive et malgré le fait qu'on puisse commencer par l'association la trithérapie, on a décidé de lui donner un biologique, un parce qu'elle ne supporte pas le méthotrexate à forte dose, et deux parce qu'on doit baisser sa cortisone pour son hypertension artérielle et les autres problèmes qu'elle a. Mais elle nous pose la question, est-ce que c'est biologique? C'est ce qu'on lui explique et donc elle nous pose la question, est-ce que ces biologiques ont vraiment un effet d'épargne cortisonique? Cette étude a répondu à cette question. Alors, c'est une étude sur l'action des anti-TNF sur la prise de corticoïdes, quelles que soient les pathologies. La polyarthrite rhumatoïde, c'est les rouges. Vous voyez ici le bâton rouge qui est en cours d'augmentation, c'est-à-dire avant la prise d'anti-TNF, c'est celui qui est au milieu. Donc, avant la prise d'anti-TNF, on augmente la corticothérapie. Et dès lors qu'on commence les traitements anti-TNF, on commence à baisser la prescription de corticoïdes. Donc, oui, les anti-TNF ont un effet d'épargne cortisonique. Et ça, on le voit aussi dans nos consultations de tous les jours. Bien évidemment, elle ne va pas s'arrêter à une seule question. Elle vous dit, et mon risque thromboembolique? En fait, elle lit beaucoup sur Google aussi son médecin lui avait dit, celui qui l'avait traité pour sa phlébite, lui avait dit qu'elle avait un terrain thromboembolique et qu'elle doit faire attention à quelques traitements. Et elle nous dit, est-ce que ce traitement biologique n'aggrave pas le risque thromboembolique? Et en fait, cette étude a montré que non seulement les anti-TNF n'augmentaient pas, mais ils étaient plutôt un facteur de protection puisqu'ils diminuent le risque de thrombose veineuse de 47%. Les facteurs qui étaient liés à la thrombose veineuse, au risque thromboembolique dans la polyarthrite rhumatoïde étaient surtout l'âge supérieur à 65 ans et une CRP supérieure ou égale à 5. Donc, pas d'effet, elle peut être tranquille par rapport au risque thromboembolique. Alors, le cousin à sa cousine, qui est médecin en Allemagne, lui a dit qu'au fait, comme elle est obèse, son poids est un obstacle pour ses traitements. Alors, est-ce que c'est vrai? Cette étude Météor montre que, effectivement, les patients qui sont obèses, comme vous voyez sur cette figure, les patients qui sont obèses ont moins de chances de rémission sous biothérapie que les patients qui ont un poids tout à fait normal. Ceci concernant toutes les biothérapies, dans cette étude, sauf l'étanercept, où on n'a pas retrouvé une relation entre la réponse à l'étanercept et le poids. Alors, on revient à la patiente après ces discussions. Donc, on la met sous Goli avec 15 mg de méthotrexate. Donc, on a baissé la dose du méthotrexate. Elle est en rémission clinique et biologique depuis 2 ans. Elle ne prend plus de corticoïdes. Elle est très contente, mais elle revient parce qu'elle veut poser toujours des questions, parce qu'elle a encore lu sur un autre forum que le fait de baisser la dose du méthotrexate peut entraîner des lésions articulaires. Donc, vous lui répondez que, elle n'a pas à se faire pour ça parce que le Goli prévient les disruptions articulaires, ça c'est un.
Deux, même si on diminue le méthotrexate, il n'y a pas de destruction articulaire. Alors, est-ce que c'est vrai? Cette étude, au fait, qui a été réalisée chez des patients, il y avait 79 patients, en fait, qui ont diminué, puis certains avaient même arrêté le méthotrexate. Une grande proportion de ces patients étaient en activité clinique. Par contre, à 12 mois, il n'y avait pas de destruction articulaire. Donc, le fait d'arrêter, de diminuer ou d'arrêter la prise de méthotrexate n'entraîne pas de dégradation articulaire. Alors, vu que voilà, elle n'a pas envie de prendre trop de traitement, elle vous demande si elle peut arrêter le biologique et si en l'arrêtant, ça aura un impact sur sa rémission. Alors, pourquoi arrêtons les biologiques? C'est une étude japonaise qui s'appelle The Answer Cohort Study, qui a étudié le taux de maintenance thérapeutique des biologiques et du TOFA chez les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, soit les patients qui ont une PR naïve de DMARD, soit les patients qui ont une PR qui sont au stade de switch thérapeutique. Et comme vous le voyez ici, on arrête le biologique soit parce qu'il est inefficace, soit parce qu'il a des effets secondaires, soit parce que le patient est en rémission, soit pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la toxicité, donc des raisons personnelles. Et comme vous voyez, il y a une différence de l'arrêt en fonction du cas, est-ce que naïve ou le switch, puisqu'on arrête plus pour inefficacité en cas de switch, c'est tout à fait normal puisque ce sont des personnes qui sont plus actives, et on arrête moins pour rémission dans ce cas-là, puisqu'il n'y a que 5% dans les formes où on a switché, où on peut arrêter pour rémission. Alors, quand on fait une analyse en sous-groupe, ici, ils ont analysé les différents biologiques par rapport pourquoi on a arrêté le traitement. Donc, si on arrête pour inefficacité, vous voyez ici qu'on arrête pour inefficacité plus le certolizumab dans les formes naïves, et alors que le Goli n'est pas arrêté pour inefficacité ni dans les formes naïves, ni dans les formes où on a switché. Alors, quand on arrête pour effet secondaire, vous voyez, on arrête plus l'infliximab, l'adalimumab pour effet secondaire, aussi bien, surtout chez les patients naïfs. Et quand on arrête pour rémission, les traitements qu'on arrête le plus pour rémission, c'est l'infliximab et l'adalimumab. Seul l'étanercept n'est pas arrêté du fait d'une rémission dans les formes naïves. Alors, quand on arrête pour rémission, est-ce qu'il y a un impact sur l'activité de la maladie? Et donc, c'est l'autre étude phare de ce congrès, qui est une étude phase 4 de non-infériorité, où les auteurs ont randomisé les patients en deux groupes, groupe qui continue à prendre d'une manière continue le biologique, et groupe qui fait un step down puis arrête totalement le biologique. Après, donc le résultat, vous voyez, comme on pouvait s'y attendre, en arrêtant le biologique, 60% des patients sont en poussée versus 14% dans le groupe qui a continué à prendre le biologique. La bonne nouvelle ici, c'est que quand on reprend, donc ces patients étaient autorisés à reprendre le traitement, quand on reprend le traitement, on se remet en rémission. Donc on ne perd pas on ne perd pas la rémission si on reprend le même traitement. Donc la conclusion est, oui, si on arrête le traitement, on peut 60% se mettre en poussée, mais il faut voir l'autre côté, 40% qui sont toujours en rémission. Donc au mieux, si notre patiente arrête son traitement, au mieux, elle sera dans les 40%. Au pire, on peut toujours reprendre le traitement et elle va se remettre en rémission. Bien évidemment, elle ne va pas s'arrêter là. Ok, j'ai compris que je peux essayer d'arrêter le traitement, et si je rechute, je prends le même. Et si je ne prends pas le même? Et si en rechutant, et si en arrêtant mon traitement et en rechutant, je prends autre chose? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, cette étude est très intéressante. C'est un essai clinique aussi. Ils ont pris les patients qui sont en échec au DMARD. Ils les ont mis sous anti-TNF et méthotrexate. Et donc, après,
ils ont pris, après 12 semaines, les personnes qui sont en rémission. Et les personnes qui sont en rémission ont été divisées en 3 groupes. Premier groupe continue le TNF et le méthotrexate, donc ils font la même chose. Le deuxième groupe, on associe salazo-hydroxychloroquine pendant 12 semaines, le temps que ça marche, et puis on arrête le TNF, et puis on continue par la trithérapie. Et le troisième groupe, au fait, on donne un peu plus de temps au TNF, donc on continue 12 semaines de TNF et méthotrexate, puis on va arrêter le TNF et on continue sous métho. Et vous voyez donc la réponse assez spectaculaire. Donc l'objectif, c'était de voir est-ce que les patients vont être en rémission, les patients qui vont se remettre en poussée. Et vous voyez donc ici les 2 premières courbes, c'est la courbe où on a gardé le TNF et la courbe trithérapie versus monothérapie. Donc on peut en fait garder, si on a arrêté le biologique et on se remet en poussée, soit on peut prendre on peut continuer à prendre le traitement biologique ou on peut prendre la trithérapie. Et sur cette étude aussi, c'était une étude coût-efficacité. Bien évidemment, le coût-efficacité de la trithérapie est mieux que le biologique puisque la trithérapie est beaucoup moins chère. Donc, c'est une bonne nouvelle au fait pour nous, pour nos patients qui n'ont pas accès au biologique. Les trithérapies, finalement, durant ce congrès de l'ELAR, il y a beaucoup d'études qui ont montré l'intérêt, remontré en fait l'intérêt de la trithérapie. Donc, au fait, avec elle, on a décidé d'abord d'espacer les injections et voir après si on peut arrêter le traitement. Donc, on a espacé les injections tout en surveillant l'activité de la maladie. Elle est à une injection toutes les 7 semaines, mais elle revient vous voir avant son rendez-vous de consultation puisqu'elle a des douleurs à type de brûlure en intercostale et vous examinez, vous trouvez un zona. Elle vous demande est-ce que c'est le Goli qui m'a donné ça. Donc, cette étude allemande c'est une étude sur le registre RABIT qui a suivi des patients sur 10 ans et a vu le risque de développer un zona chez les patients sous biologique et sous anti-JAK. Et vous voyez ici que le fait de prendre un biologique augmente le risque du zona par rapport à la population générale, mais cette augmentation est à peu près 3 fois avec l'anti-JAK par rapport aux autres biologiques. Cette étude montre aussi un effet plutôt non significatif pour les anticorps monoclonaux, c'est-à-dire que cette étude montre que les anticorps monoclonaux n'augmentent pas le risque du zona chez les patients suivis pour PR. Elle est fatiguée. Est-ce que c'est l'effet du biologique ou de sa maladie? Elle se sent pas bien. Et donc, est-ce que c'est son biologique? En fait, elle veut absolument arrêter le biologique et elle cherche la petite bête. Est-ce qu'il y a une fatigue sous-biologique? Et en fait, cette étude c'est une étude allemande sur le registre biothérapie où il n'y a que 7% des patients qui rapportent une fatigue sous-biologique. Donc, l'effet secondaire des biologiques qui est la fatigue est très rare, contrairement à la fatigue de la maladie. Et les patients qui présentent une fatigue semblent plus jeunes et ils fument plus souvent et prennent plus d'infliximab et rituximab. Donc oui, ça existe la fatigue, mais elle est vraiment rare. Bon, finalement, elle dit oui, ok, d'accord, je suis assez consciente de la chance que j'ai d'être traitée et d'être traitée dans les années 20, en 2020 parce que, en fait, j'ai une tante lointaine qui avait une polyarthrite rhumatoïde et qui est décédée il y a 20 ans à l'âge de 60 ans, donc elle est morte de sa polyarthrite rhumatoïde. Donc, est-ce qu'elle a raison? Est-ce que le taux de mortalité a changé depuis 20 ans? En fait, on pourrait le croire parce que vu l'avènement des biologiques, on se dit qu'il y a une diminution importante de l'inflammation et qui dit inflammation dit tous les effets secondaires et les comorbidités qu'on va voir tout à l'heure avec le professeur Ashmler. Mais en fait, la réponse est non avec cette étude. C'est une étude de cohorte japonaise qui montre que, en fait, ils ont suivi des patients qu'ils ont divisés en 2 groupes. Le groupe suivi entre 2001 et 2006 et le groupe qui était recruté entre 2007 et 2012. C'était des patients qu'ils ont suivis sur 20 ans. Et vous voyez ici les 2 courbes de mortalité qui se superposent. Il n'y a aucune différence de mortalité
entre maintenant et il y a 20 ans, malgré l'avènement des biologiques. Et vous voyez ici que les causes de mortalité sont surtout les cancers et les infections pulmonaires. Bien, elle est partie finalement, mais en fait, elle vous appelle au téléphone parce qu'il y a le ramadan. Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, cette étude, franchement, quand je l'ai vue, j'ai eu un peu un pincement au cœur parce qu'on a fait cette étude l'année dernière, l'étude, et on l'a faite sur 300 personnes et sans contrôle, sauf qu'on a voulu trop bien faire les choses et donc on est rentré dans les traitements, on a piqué les patients pour voir le taux de cholestérol, l'AVS, la CRP, etc. Alors que je vois maintenant, je tombe sur cette étude qui est à propos de 36 patients, donc 36 patients seulement qui est rapporté à l'EULAR. Et donc, elle est faite par des Tunisiens. C'est l'effet du ramadan sur l'observance du traitement. Et cette étude montre que par rapport, il y a des patients qui arrêtent ou qui diminuent d'une manière importante la prise des traitements. Quels sont les traitements qui sont les moins pris pendant le ramadan? Le méthotrexate parce que les gens ont peur de la toxicité digestive, donc ils l'évitent. La salazopérine parce que la période entre les repas est petite et donc ils ne prennent pas, ils diminuent la dose de la salazopérine. Le seul traitement où l'adhérence était bonne était le léflunomide. Je crois que c'est Safa ou Ilham qui était, donc dès qu'on rentre lundi, on reprend l'étude du ramadan qu'on va envoyer à la CR. Donc 300 personnes, c'est différent de 36. Voilà, donc j'ai presque terminé. Vous l'avez pas vue durant le ramadan, mais elle revient vous voir très affolée parce qu'au fait, elle avait enlevé son stérilet pour une infection génitale et en fait, elle n'avait juste pas envie de retourner chez la gynéco qu'elle n'aimait pas beaucoup. Elle a un retard de règles de 4 semaines et un test de grossesse positif. Donc, elle est enceinte alors qu'elle est sous Goli et méthotrexate. Quel est le risque pour le fœtus? Et cette étude, c'est une étude sur 208 patientes qui sont tombées enceintes, donc qui étaient exposées au Goli et méthotrexate, pas toutes sur méthotrexate, je vais vous en dire plus. Il n'y avait pas plus, vous voyez ici, ça c'est les patients PR sous Goli et ça c'est la population générale. Il n'y a pas de différence concernant l'évolution de la grossesse entre les patients qui prenaient le Goli et les patients de la population générale. 74% des grossesses ont abouti, avec 7 cas de prématurés et 1 cas de macrosome, mais qu'on retrouve aussi en comparaison par rapport à la population normale. Alors, quand vous voyez l'exposition, 72% étaient exposés pendant le premier trimestre, mais vous voyez aussi ici que 18%, en fait, c'est pas les pourcentages, c'est un nombre, c'est 72, et ici, c'est 18 personnes qui ont continué finalement à prendre le Goli durant toute la grossesse, c'est-à-dire du premier au troisième trimestre sans aucun problème. Alors, quelques cas avaient gardé le méthotrexate, mais il n'y avait pas plus de toxicité avec le métaux et sans métaux. Voilà, donc elle peut être, on va quand même arrêter le traitement, mais elle peut être tranquille par rapport à ça. Il n'y a pas plus de risque sous Goli par rapport à la population générale. Bien. Finalement, on termine. Avril 2020, Covid et controverse sur l'hydroxychloroquine. C'est lié à une cousine qui a 65 ans, qui a une forme modérée de PR qui est suivie assez loin de vous, mais elle vous appelle quand même pour vous dire qu'elle est sous méthohydroxychloroquine et vu la controverse sur l'hydroxychloroquine, elle sait que vous êtes un bon médecin et que vous avez une réponse à tout. Est-ce qu'elle va mourir de son risque cardiovasculaire? Et c'est une étude qui a été aussi présentée à l'EULAR, bien évidemment. La star qui est l'hydroxychloroquine est-elle responsable d'insuffisance cardiaque au cours de la polyarthrite rhumatoïde? C'est une étude cas témoins. Donc, les patients, ils ont pris 143 patients qui avaient une insuffisance cardiaque. Et en fait, la moitié avait pris de l'hydroxychloroquine et l'autre moitié n'avait pas pris de l'hydroxychloroquine. Il n'y avait aucune différence entre les deux. Donc, l'hydroxychloroquine n'est pas responsable d'insuffisance cardiaque
et n'a pas de souci, en tout cas, par rapport à cette situation. Voilà, donc, c'est une histoire qui va encore continuer puisque Célia va vous ramener toute sa famille et il faudrait absolument qu'on assiste à l'ACR pour pouvoir répondre à tout le monde. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, ça sera avec grand plaisir. Linda, tu reprends la main? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Je suis là. Donc, merci, professeur Lali. Vraiment, c'est un grand bravo pour cette façon très originale de présenter les highlights de l'ELAR. Vraiment bravo. Donc, c'est à travers un cas clinique qu'on rencontre tous dans notre pratique quotidienne, en passant par la problématique du diagnostic précoce, l'évaluation, le traitement, jusqu'à les aspects particuliers qui touchent à notre religion avec le ramadan, la grossesse. Vraiment bravo. Donc, il y a eu beaucoup de questions et de commentaires. Donc, je vais prendre la première question, je pense, du professeur Niemel. Donc, voilà. Dans la vraie vie, arrivez-vous à sevrer les malades sous biologique? Y a-t-il des profils de malades qu'on n'arrive pas à sevrer, même si le biologique marche bien? Oui, dans la pratique, on remarque que ceux qu'on arrive à sevrer, ce sont les patients qui ont été rapidement mis sous biologique, c'est-à-dire pas les PR anciennes, déformantes, destructrices, mais les PR qui ont 3-4 ans d'évolution, qui ne répondaient pas au traitement classique, on les met sous biologique, on arrive quand même à sevrer de la cortisone. Parfait, il y a Pardon. Vas-y, vas-y. Donc, il y a professeur McKinsey qui a un commentaire sur la relation DAS et risque d'accident thromboembolique qui a fait aussi l'objet d'une étude intéressante. Plus le DAS est élevé, plus le risque, bien sûr, thromboembolique est important. Bien sûr, c'est l'inflammation. Et d'ailleurs, dans cette étude, il y avait une augmentation du risque thromboembolique quand la CRP était élevée. Par contre, dans cette étude, ce qui était bizarre, c'est qu'il n'y avait pas de relation entre la prise de corticoïdes et le risque thromboembolique. Ça sortait. Ça sortait pas et il n'y avait pas de. On avait l'impression qu'il y avait une augmentation, mais c'était pas significatif. Donc, il y a une question du professeur Genani qui revient sur l'étude de North Star sur la trithérapie versus traitement biologique dans la polyarthrite rhumatoïde récente. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vrai que l'étude a montré la même efficacité entre les biologiques et la trithérapie, mais il pense qu'il aura plus d'effets secondaires. C'est sûr. Le problème de la trithérapie, on a l'habitude au service de passer par la pour les malades ramédistes, on passe toujours par la trithérapie avant de donner le biologique, juste pour une histoire de moyens. Et donc, on est obligé de baisser la dose du méthotrexate parce que trithérapie, ça peut marcher. Si vous voulez que le patient adhère au traitement, il faut que la dose du méthotrexate soit tolérable, c'est-à-dire le 12,5, 15 maximum. Même si vous avez un patient obèse, vous ne pouvez pas garder le 20-25 mg, impossible à long terme, surtout avec la trithérapie. Donc, il faut faire avec, faire des concessions, baisser un peu et associer les autres et voir si ça marche ou pas. Ça nous renvoie au problème de la tolérance qui est mal acceptée par les patients. Avec la monothérapie méthotrexate, quand on rajoute d'autres classiques d'IMARS, donc on est toujours confronté à cette problématique de maltolérance. Et après, il y a Madame Zerk, docteur Zerk, qui fait un commentaire. Donc, au lieu d'arrêter le traitement biologique, on espace les injections. Bien évidemment, on espace les injections. Là, quand j'ai dit, bien évidemment, le cas est inventé, mais la seule chose que je n'ai pas inventée, c'est que j'ai une patiente sous Goli et qui a une injection toutes les 7 semaines. On arrive quand même à espacer aussi bien pour le Goli, mais par rapport aux autres aussi, la dalimumab, l'étanercept, on arrive à espacer d'une manière importante avant, bien évidemment, d'arrêter. Je pense qu'il y a une question du docteur Asma. Je pense professeur Bahiri, il a répondu. Donc, on envisage la dégression en principe à partir de 6 mois de rémission. Et la question a été après combien de temps de rémission sous biologique on peut envisager l'arrêt. Donc, la professeure Bahiri, oui.
Si vous voulez Alors, rajouter. dans les études, dans les deux études que j'ai présentées, ils ont commencé à 12 semaines la dégression, l'espacement. 12 semaines. Il y a professeur Niemen qui dit par curiosité un commentaire sur la toile et son lien avec la mortalité. Là, La toile. Je pense sur la slide où vous avez cité l'étude sur la mortalité. Oui. La la toile. quelle toile? J'ai pas compris, Redouane, je suis à la toile. La toile et son lien avec la mortalité. Bon, Redouane, j'ai pas compris la question, tu m'expliqueras après. Il Donc, n'y a pas de différence sur l'étude que j'ai montrée. C'était bizarre qu'il n'y a pas de différence de mortalité entre il y a 20 ans et maintenant. Alors qu'en principe, il doit y avoir une mortalité enfin, moins élevée maintenant parce qu'on a les biologiques. En est-ce principe, que sur votre slide, vous avez mis une toile quand vous avez évoqué cette étude? Je non. demande. Après, il faut Non. voir avec le professeur Nieman. Donc, après, il y a professeur Nkissi qui pose la question, a-t-on l'âge de ces femmes qui est sous goulumumab et grossesse? Ils étaient enceintes. Oui. Il y avait l'âge, je ne me rappelle plus, mais c'est sur le, vous pouvez le voir sur la slide. Et lié. Il y a professeur Tahiri qui fait un commentaire sur prématurité et macrosomie et n'avait pas de diabète. Donc après, Ils ne sont pas rentrés dans le détail, c'était un poster. donc après, professeur Gelani qui dit que je pense que le taux de mortalité est le même et expliqué par notre mode de vie qui a changé. On est Peut-être, devenu oui. sédentaire, obèse, maladies métaboliques plus fréquentes de nos jours. Oui, je rejoins parfaitement. Oui, Je crois que c'est une explication aussi, parce on a peut-être diminué l'inflammation, mais on l'a rajouté de l'autre côté, tout à le fait. style de vie. Après, il y a docteur Kou Ginel qui pose la question pour le méthotrexate. À partir de quelle durée de rémission peut-on l'arrêter? Alors, l'arrêter, la plupart des études ne préconisent pas l'arrêt du méthotrexate. On peut baisser un peu baisser la dose, mais l'arrêter, la plupart des études vous montrent une rechute très importante. Je parlais de l'arrêt des biologiques, pas du méthotrexate. Le méthotrexate, quand on l'arrête, on a des rechutes. C'est vrai que l'étude que j'avais montrée sur la diminution, la non-présence de destruction articulaire était sur un an. Euh, Peut-être que ces malades vont détruire à 2 ans, ce qui est tout à fait normal si on arrête le traitement. Après, il y a beaucoup d'excellents. Merci, professeur. Excellente présentation. Ça ne m'étonne pas de votre part. Après, il y a professeur Hassiko qui dit, j'ai le souvenir d'une patiente PR à qui on a arrêté l'autopsie après une rémission de 1 an et demi. Sa reprise n'a pas été un succès. Oui, vous savez qu'il y a toujours, quand on parle des études, c'est un pourcentage. Quand on vous dit que 60% des patients ont répondu, il y a toujours on voit pas les 40 qui n'ont pas répondu. Donc ça, il y a une différence entre les études et la vraie vie. C'est au cas par cas. Mais globalement, ça reprend. Parfait. Donc, il y a Dr. Oudriri en fait, qui dit que c'est très intéressant de faire une présentation des highlights à partir d'un cas clinique. Oui, c'est toujours ça reste toujours pratique et intéressant et ingénieux. Donc, après, C'était le but, en fait, que ça soit ce qu'on fait, ce qu'on a l'habitude de faire. Parce qu'un listing, à un certain moment, on zappe. tout à fait. Donc, il y a Dr. Zrak qui dit même sans polyarthrite rhumatoïde, l'espérance de vie a augmenté. Douane a raison. Peut-être que j'ai loupé un commentaire du professeur Nemel, je suis désolée. Oui, donc l'espérance de vie a augmenté. Donc après, est-ce que tu peux revenir à ma question? Donc il Ça, y a c'est pas l'espérance de vie, c'est le taux de mortalité. Il n'y a pas est-ce qu'ils ont vécu plus longtemps, c'est combien sont morts. Parfait. Donc je vais voir, il y a une question du professeur Hassani, pardon, que j'ai dû louper. Donc je ne sais pas. Si vous pouvez la retranscrire, merci beaucoup, professeur Hassani. J'arrive pas à la trouver dans le chat. Question. Est-ce que c'est
C'est vrai, donc on a déjà dit ça. Non, 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 non. non. Ah, mais Salma Al-Hassani, je crois que c'est professeur Nieman qui. Oui, Non? oui, j'ai posé la première question et la deuxième était le commentaire par rapport à la toile dans l'étude que vous D'accord, avez il y a évoquée. facteur Oui. prédictif de rechute. Ah oui, et la question était, y a-t-il eu des facteurs prédictifs de rechute de PR à l'arrêt du biologique? C'était des patients qui avaient des PR sévères au début, donc un syndrome inflammatoire important au début et un DAS28 important au début. Donc, c'était les critères de sévérité. Les malades les plus sévères, au fait, on s'attendra à ce qu'ils rechutent après l'arrêt du biologique. Donc, il y a professeur Bahri qui pose un commentaire sur il s'agit de taux de mortalité à 5 ans et non espérance de vie. Voilà, c'est pas l'espérance de vie, c'est le taux de mortalité. Donc, il y a Dr Hamamouchi qui dit a-t-il eu des facteurs prédictifs de rechute de PR en cas. Ah, je pense qu'il a C'est ce que reposé. je viens de répondre. Oui, oui, c'est ça, oui. Donc, il y a une question pour M. Hassani. Donc, pas d'études. Il y a docteur Aougel qui pose la question sur est-ce qu'il n'y a pas eu d'études sur la J'ai polyarthrite et le flunomide, oui. J'ai pas trouvé, j'ai pas vu d'études sur les flunomides. Les seules études que j'avais en c'était mercredi, j'avais mercredi et vendredi dont je n'ai pas parlé, ce sont les inhibiteurs du JAK parce qu'au fait il y en a beaucoup et que on va les voir, on va les voir plus tard. Parfait. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on vous remercie très vivement. Ah, Avec plaisir. il y a une question qui arrive. Je ne sais pas si on peut la prendre. Pour la trithérapie, les posologies devront être obligatoirement pleine dose, salazopyrine 2 grammes par jour, hydroxychloroquine de 100 à 400. Euh, Ce sont les études. Les études, c'est ils donnaient la dose qu'il faut. Maintenant, dans la vraie vie, si le malade ne tolère pas 4 comprimés de salazo, vous pouvez toujours lui donner 2. C'est au cas par cas. Il y a pas de schéma, en fait. Donc, un grand merci pour tous ces Avec éclairs. plaisir. Avec grand plaisir. Donc, je passe la parole au professeur Ashmelel pour la deuxième partie qui va concerner la polyarthrite rhumatoïde, les highlights de la polyarthrite rhumatoïde et les comorbidités. Professeur Ashmelel, à vous la parole. N'hésitez pas à poster vos questions et commentaires via le chat. Merci. Bonjour. Bonjour Linda. Problème de son. Ah, c'est très clair. Le son est très clair, professeur H. D'accord. Là, j'attends jusqu'à ce que Safia mette un petit peu au point. On a un petit souci pour le téléchargement donc, de la présentation. Ça marche. Prenez votre temps. Je ne sais pas, est-ce que Safia, tu es prête? Monsieur Hachmel, vous m'entendez? Oui, oui. Donc انا عندي partage d'écran كيبان عندي ما عرفتش نتوما واش كيبان عندكم ولا لا. Alors, je ne sais pas. Linda, كتشوف مزيان? Vous arrivez à voir J'arrive à vous voir, professeur Hachmilel. la présentation? لا les slides. Les Les slides. slides, c'est pas en plein écran, donc il faut juste les mettre en plein écran. Alors, Parfait. c'est Safia qui a la main. Safia? Non. Oui. Non, ça passe pas. Et bien, ça va venir, je pense. C'est bon? C'est قدام bon monsieur Hachmel. Oui. Très bien,
bien Safia, donc c'est plein écran. À vous la Alors, parole. par contre, j'ai pas la main. Peut-être Safia va faire le. Safia, tu peux passer les slides, s'il te plaît? D'accord. Parfait. Alors, on peut revenir à la première. Monsieur Hachemlal, essayez de déplacer les slides, mais les touches عندك في le clavier, باش نجربوا. Ça passe pas. Merci. ما كيدوزوش. Non, Safia, tu دونك t'occupes. انا غادي نحاول نتبع معاك باش كي تقول لي دوز راني ندوز لي سلايد. Voilà. C'est bon, on peut y aller? Safia, tu es prête? Oui, oui. Bien. Bonjour à tous. Donc, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu. Ça va être la deuxième partie, après la partie qu'a présentée Fidwa El-Lali, concernant donc les nouveautés de ce congrès au LAR 2020. Donc, je commence par les comorbidités. Et puis, donc, ce travail, donc, cette présentation orale qui a concerné, ça a été fait avec une machine learning, donc c'est un petit peu l'intelligence artificielle, et qui va déterminer quel est en fonction des phénotypes, donc de la polyarthrite séropositive ou séronégative, quels vont être les polyarthrites qui vont entraîner donc l'apparition de pneumopathie. Suivante, s'il te plaît. Donc, Safia, pas de problème. Alors, c'est pas bien parti. Oui, oui. Safia, tu veux bien, s'il te plaît, fermer ton micro? Merci. Alors, on ne voit pas les slides, Safia. Oui, la deuxième, s'il te plaît. Bien, donc, c'est pas bien visible. En tout cas, donc, je vous résume un petit peu cette communication, donc, qui concerne un échantillon. Donc, ça a été fait par l'équipe de Boston de 4110 polyarthrites rhumatoïdes et qui ont été suivis pendant 7 à 8 ans et au cours desquels il y avait 240 atteintes pleuropulmonaires. Et donc, les données ont été enregistrées et le data permettait de donner donc que les PR séropositives étaient plus à risque, pratiquement un autre ratio de 2 par rapport aux PR séronégatifs dans le développement donc, de l'atteinte pleuropulmonaire. Ils sont allés donc stratifier en fonction de immunopositives, doublement immunopositives uniquement pour le facteur rhumatoïde et les ACPA. Et donc, contrairement à ce qu'on s'attendait, c'est la présence du facteur rhumatoïde positif et non pas les ACPA, qui sont donc les éléments prédictifs de l'apparition de l'atteinte pleuropulmonaire chez ces malades-là. Bien sûr, les facteurs déterminants et les facteurs confondants ont été éliminés, notamment donc tout ce qui est tabac, tout ce qui est autres facteurs déterminants. Diapositive, s'il te plaît. Donc le deuxième travail, et ça aussi ça concerne un petit peu ce qu'on voit dans la pratique quotidienne, est-ce que le fait que nos polyarthrites rhumatoïdes ont été traités par méthotrexate, donc développerait une pneumopathie interstitielle diffuse. Vous savez, c'est un sujet qui est toujours présent, et surtout avec nos amis pneumologues, et chaque fois qu'il y a une pneumopathie interstitielle diffuse, donc on attribue ça au méthotrexate. Donc, c'est une étude qui a été pilotée par une équipe française. La suivante, s'il te plaît. Donc, c'est une étude cas témoins où on a trouvé pratiquement 482 PR qui avaient une atteinte interstitielle diffuse contre 741 qui n'avaient pas d'atteinte pleuropulmonaire. Et tous ont eu une TDM de haute résolution
Et puis, on a comparé ceux qui étaient sous méthotrexate et celles qui n'avaient pas le méthotrexate. Alors, ce qui sort de cette étude, qui est quand même, vous voyez, les multicentriques avec plusieurs centres et un nombre qui est très important de malades, c'est que le fait d'être sous méthotrexate ne prédit pas donc de l'apparition de pneumopathie interstitielle diffuse. Et même, donc, chose étonnante qu'il va falloir bien sûr confirmer, c'est qu'il y avait des pneumopathies interstitielles diffuses initiales et le fait de traiter par le méthotrexate, ils ont vu disparaître donc certains de ces éléments. Donc, le deuxième volet de la communication, bien sûr, reste à confirmer. Diapositive, s'il te plaît. Toujours dans le problème donc, des comorbidités, on sait que la polyarthrite rhumatoïde donc, est un facteur de risque. Et puis, ajouter aux autres facteurs de risque, qui est le tabac, donc la sédentarité, cette étude vise plutôt l'inflammation. Est-ce que le fait de réduire l'inflammation chez les patients PR donc, va entraîner, donc, avec les biologiques, va entraîner donc, la réduction, si vous voulez, d'événements cardiovasculaires. La prochaine, s'il te plaît. Diapositive. Voilà, donc c'était un peu le but de cette présentation. Suivante, s'il te plaît. Alors, ça, donc, ce sont des données, c'est une étude norvégienne qui a concerné 3251 patients, donc PR. Et là, ils ont, donc ces patients-là ont été scindés en deux groupes. Un groupe qui était sous biologique et un groupe qui était sous DMARDS classique. Et là, l'objectif, c'est de voir un petit peu, après donc, la rémission, est-ce que le fait d'atteindre la rémission donc, entraînerait donc, la réduction des faits cardiovasculaires. Alors, en fait, sur ces 3251 patients, suivante s'il te plaît, il y avait 65 événements cardiovasculaires. Et le fait, on a cherché un petit peu de voir les éléments-là, les éléments prédictifs. En fait, ce qui protégerait, c'est le fait d'avoir une rémission. Vous voyez le DAS, que ce soit le DAS-VS ou le DAS-CRP, donc avec un P qui est significatif. La suivante, s'il te plaît. Et puis, ils sont allés un petit peu voir en sous-groupe les patients traités par biothérapie versus ceux traités par DMARDS classique. Là aussi, il sort que les biologiques l'emportent un petit peu, mais sur le plan statistique, ce n'est pas significatif. Donc, ce qu'on peut retenir de cette présentation, c'est qu'il faut impérativement arriver à la rémission si on va avoir moins d'événements cardiovasculaires chez nos patients. Et pour les biologiques et les DMARDS, il y a une différence, mais qui reste non significative pour le moment. Suivante, s'il te plaît. Alors, ça, c'est la conclusion, bien sûr, donc ce que je viens de dire. La suivante. Alors, dans le même ordre d'idées, donc il y a ce travail qui s'intéresse surtout à la formation, au développement de la plaque donc athéromateuse et le traitement, bien sûr, chez les polyarthrites rhumatoïdes par biologique. Est-ce qu'il aurait un effet d'inhiber, de stabiliser et même d'empêcher l'apparition de nouvelles plaques athéromateuses? Suivante, s'il te plaît. Donc, c'est cette étude qui s'appelle Protect Rheumatoid Arthritis. Donc, ce sont des malades qui ont été suivis pratiquement sur 7 à 8 ans. Suivante, s'il te plaît. Et puis, donc, il y avait 150 patients qui ont tous bénéficié donc d'un coronoscanner avec l'étude donc des segments intéressés et surtout de voir un petit peu la nature de l'athérome. Est-ce que c'est calcifié ou bien c'est mixte ou bien c'est un athérome en cours de constitution. Suivante, s'il te plaît. Bien sûr, dans cette étude, tout ce qui est facteur confondant a été éliminé. Et on voit qu'il y a deux groupes, un groupe sous DMARDS et un groupe sous classique. Suivante, sous DMARDS classique. Suivante, s'il te plaît. Et là, on voit bien sûr que sur donc les biologiques font mieux que les patients qui ne sont pas sous biothérapie, aussi bien sur l'atténuation du volume de la plaque et sur la non-évolution vers la calcification. Suivante, s'il te plaît. Et puis pour l'apparition de nouvelles plaques, de nouvelles formations, là aussi, donc, il y a un plus pour les biothérapies. Donc, suivante, s'il te plaît. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a un effet,
des biologiques sur la stabilisation, voire même donc l'arrêt de la progression donc de l'athérome. Cette étude garde quand même quelques biais. Donc, ce n'est pas une étude randomisée. Ils ont pris deux groupes et ils les ont un peu comparés. Donc, c'est ce qu'on reproche un petit peu. Et puis, le fait que ceux qui étaient sous biologiques avaient plus de temps, pratiquement 11 ans sous biothérapie, et les autres n'étaient que 7 ans sous biothérapie. Suivante, s'il te plaît. Alors, il y a cette étude aussi qui est très intéressante et qui s'intéresse aux facteurs donc, de risque cardiovasculaire associés à la polyarthrite rhumatoïde. Et qu'en est-il de la prise en charge de ces facteurs-là? Donc, c'est une étude multicentrique. Suivante, s'il te plaît. Donc, cette étude qui s'appelle SURF Rheumatoid Arthritis, donc s'intéresse surtout à la prise en charge. Là, ils ont pris comme facteur donc la dyslipidémie et l'hypertension artérielle, et puis évaluer un petit peu est-ce que les gens répondaient aux guidelines, ou répondaient donc aux traitements qui doivent être adoptés pour ces malades. Suivante, s'il te plaît. Donc, c'est une grande étude. Vous voyez que plus de 14 503 polyarthrites ont été inclus. Et puis, donc, il y avait le continent européen, l'Amérique et l'Asie, donc, qui ont été représentés dans cette étude. Suivante, s'il te plaît. Alors là aussi, donc, les indications d'un traitement antihypertenseur, on le voit, avec l'objectif d'avoir un traitement, une tension moins de 14,9. Et puis pour le traitement pour le LDL, là aussi, donc, c'est des traitements qu'il va falloir prendre en fonction du risque. Est-ce que c'est un haut risque ou un très haut risque? Donc, et on va voir un petit peu l'adhésion à ces recommandations chez ces malades-là. Suivante, s'il te plaît. Alors, c'est des malades qui en général étaient âgés de 60 ans. Il y avait une majorité de femmes. Suivante, s'il te plaît. Alors, concernant justement l'hypertension, pratiquement les 2 tiers avaient une hypertension artérielle. Et on voit une différence là entre l'Amérique du Sud et l'Est de l'Europe. Donc, une différence qui est nette. Et pour l'utilisation des traitements antihypertenseurs, là aussi, on voit une différence entre l'Europe de l'Ouest, qui est basse, et l'Amérique latine, en comparant par rapport à l'Amérique du Nord et à l'Europe de l'Est. Bien sûr, il y a des facteurs sur lesquels on peut revenir qui font un petit peu la différence de ces populations, et aussi les questions de moyenne. La suivante, s'il te plaît. Alors là aussi, donc pour ce qu'on a dit, pratiquement la moitié, moins de 50% des malades donc répondaient aux recommandations et les gold standards dont on a défini au départ pour le traitement pour l'hypertension. Suivante, s'il te plaît. Alors concernant donc la dyslipidémie, là aussi donc plus de 50% de malades avaient une indication, donc un traitement par les traitement antihypertenseur. Et là, on voit une différence entre, bien sûr, l'Asie et l'Amérique du Nord. C'est pratiquement un tiers et 2 tiers pour les deux populations. Suivante, s'il te plaît. La même chose, donc pour arriver donc, au gold standard, arriver plutôt aux recommandations, il y avait moins de 34% qui étaient dans les normes définies pour le traitement. Suivante, s'il te plaît. Donc, c'est une étude très importante, d'une grande cohorte. Et on voit bien, donc, bien sûr, que malheureusement, l'Afrique n'a pas été représentée dans cette étude. Et donc, ça pourrait faire un travail pour un de nos résidents, voir un peu la prise en charge donc, de dyslipidémie et de l'hypertension chez nos malades présentant une polyarthrite rhumatoïde. Suivante, s'il te plaît. Alors, pour le volet, bien sûr, des problèmes de néoplasie, on le sait tous qu'avec nos traitements, donc, ou bien même avec la polyarthrite tout venant, il y a un risque de survenue de néoplasie. Et je commence par le risque le lymphome, cette étude française, donc, qui a étudié les lymphomes qui compliquaient, donc, qui est survenu au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, l'objectif, c'était de caractériser ces lymphomes et puis éventuellement d'identifier des facteurs donc, de survenue de ces lymphomes. Suivante, s'il te plaît.
Voilà, donc sur les lymphomes là, donc il y avait 54 lymphomes donc, qui ont été colligés dans cette cohorte là. Et ces lymphomes là, donc c'était les lymphomes lymphocytaires donc, de type B qui étaient prédominants. Et puis il y avait les folliculaires et le reste des lymphomes. Alors en cherchant, il y avait 54 lymphomes. Donc c'est une étude qui sort un petit peu des registres français, REGAT, et RPR. Et puis il y avait le CRI qui avait lancé donc un appel pour le recrutement de ces malades-là. Alors pour voir un petit peu les facteurs déterminants ou les facteurs prédictifs de la survenue de ces lymphomes, on voit que le sexe masculin, donc le fait d'avoir un facteur hématoïde ou des ACPA positifs qui sortent avec des P qui sont positifs en multivarié, mais on analyse univarié. En multivarié, ce qui sort, c'est plutôt donc la présence d'érosion et la présence d'un DAS qui est élevé, c'est-à-dire une PR qui est élevée au moment de faire le diagnostic. Suivante, s'il te plaît. Alors, donc la conclusion de cette étude-là, donc la particularité des lymphomes qui survient donc au cours de la polyarthrite rhumatoïde, c'est que ce sont des lymphomes en général de type B, et puis donc chez des polyarthrites immunopositives, et on voit un petit peu le passage donc de facteurs rhumatoïdes et le lymphocyte B. Et en plus, ce sont donc des PR érosives et des PR qui étaient donc avec un DAS qui était élevé au moment du diagnostic. La suivante, s'il te plaît. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, maintenant c'est le risque de survenue de néoplasie au moment de la PR et surtout des PR traités par biologique. On le sait tous qu'il y a parmi les effets secondaires de biothérapie, nous avons le risque d'apparition de néoplasie qui peut se voir. Et donc là, ce registre français, donc cette étude française, suivante s'il te plaît. Donc c'est une étude qui émane des dossiers de la sécurité sociale française. Et puis donc le but c'est quoi? C'est de voir un petit peu l'incidence des néoplasies, donc des PR par rapport à la population générale, et puis surtout des PR sous-biologiques, et voir un petit peu dans la sous-classe des biologiques quel est les traitements ou les biothérapies qui sont pourvoyeuses donc de complications ou de la survenue de néoplasie. Donc vous voyez, c'est une cohorte qui est quand même très importante. Donc ils sont partis de 238 000 PR. Et puis en arrivant, c'était finalement 31 800 pratiquement PR qui étaient sous-biologiques. Donc ils prenaient en considération le premier biologique qui a été donc initié, et non pas les patients qui ont fait une rechute ou bien donc un échappement et puis ils ont été retapés par un deuxième biologique. Donc ces données-là, bien sûr, il y avait un score de propension pour éliminer tout ce qui est facteur confondant. Et cette étude-là donc, a montré que effectivement les anti-TNF alpha arrivent en premier, donc avec pratiquement 84,6%, suivi de la batacept, le rituximab, le Tossi, et puis les autres. Donc ça fait quand même une exposition très importante chez ces patients-là. La suivante, s'il te plaît. Alors, donc, ils ont comparé en premier, donc, est-ce que les anti-TNF se compliquent plus, il y a un risque néoplasique plus important versus les autres biologiques. Ils ont comparé bien sûr toutes les néoplasies confondues, et puis les cancers solides, et puis bien sûr les lymphomes. Donc il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. La suivante, s'il te plaît. Et puis, toujours les anti-TNF ont été pris comme comparateurs maintenant versus abatacept. Et là aussi, on voit que donc le P n'est pas significatif sur les trois formes de néoplasie qu'on a décrites. Suivante, s'il te plaît. Et puis, en troisième lieu, ils ont fait une comparaison donc au sein du même groupe des anti-TNF, donc les anticorps monoclonaux, versus le récepteur soluble. Et là, bien sûr, ils ont montré qu'il n'y a pas de différence donc pour les deux, que ce soit l'anticorps monoclonal ou que ce soit, donc, si vous voulez, le récepteur soluble. Suivante, s'il te plaît. Donc là aussi, ça va dans le sens de ce qu'on voit dans la pratique quotidienne. Donc on n'a pas vraiment
d'augmentation de warning concernant donc l'apparition ou l'augmentation donc du risque des tumeurs, que ce soit bien les tumeurs solides, les lymphomes ou bien les autres, si vous voulez, donc les autres néoplasies. La suivante, s'il te plaît. Donc, on arrive au volet thérapeutique donc, de cette actualité 2020, donc de l'art 2020. Et puis là, je commence par un poster donc, qui m'a semblé intéressant. Donc, le titre est un peu alléchant. Donc, Switch Me If You Can. Donc, c'est un switch d'un biologique princeps ou de référence vers un biosimilaire. Et ça, ce sont les données de la vraie vie. Donc, ça a été fait au Royaume-Uni. Donc là, bien sûr, les patients ont le consentement pour changer, si vous voulez, de traitement. Alors, la suivante, s'il te plaît. Donc, il y avait 69 patients qui ont été mis sous biosimilaire de l'étanercept et 101 patients qui étaient mis sous biosimilaire donc, de l'adalimumab. L'objectif, c'est quoi? C'est voir un petit peu le taux de maintien thérapeutique chez ces malades-là. Et puis, quand ça ne marche pas, on va chercher un peu donc les causes, pourquoi ces patients-là ne répondent pas au biosimilaire. Alors, vous voyez que le taux de maintien il est pratiquement à 90% pour le biosimilaire de l'adalimumab et autour de 80% pour le biosimilaire de l'étanercept. Donc, il y avait 20% pratiquement d'échappement pour l'étanercept et autour de 10% pour le biosimilaire de l'adalimumab. Alors, ces patients-là, suivante s'il te plaît. Donc, on voit un petit peu, donc ça récapitule un peu ce que je viens de dire. C'est surtout le taux de maintien qui est très important. Alors, la suivante, s'il te plaît. Et puis, ce qui est important, c'est il y a des malades qui échappaient. Pour ces malades qui échappaient là, on est allé voir le pourquoi de la chose. Alors, quand on voit pratiquement pour l'étanercept, c'est qu'il y a un facteur subjectif. Le malade ne se sent pas bien. Et puis, il y a quelques éléments vraiment qui ne sont pas d'ordre objectif. Suivante, s'il te plaît. Alors, ce qui est important aussi, c'est que ces malades-là, quand on les remet sous biologique de départ ou biologique princeps, donc il y a l'effet nocebo qui est retrouvé. Ça veut dire que l'efficacité elle est retrouvée dans la majorité des cas chez ces malades-là. Donc, la conclusion de ce travail donc, de la vraie vie pour les biosimilaires, c'est qu'il y a un taux de maintien qui est excellent, plus de 80%. Et toujours quand ça ne marche pas, on cherche s'il n'y a pas de facteur subjectif. Toujours est-il, donc la troisième conclusion, c'est qu'on peut revenir au biologique avec un effet donc, positif, ou bien on récupère, si vous voulez, donc l'effet initial chez ces malades. La suivante, s'il te plaît. Alors, PR sous biologique, faut-il garder un biologique seul ou bien le biologique associé au DMARD? Autant le problème pour certains experts ne se pose pas. Alors maintenant, donc ça c'est une revue de la littérature, c'est une méta-analyse de tous les essais randomisés et qui vise à comparer donc l'efficacité d'un biologique plus DMARD versus un biologique seul. Suivante, s'il te plaît. La suivante, Safia. Oui, la suivante, s'il te plaît. Alors, vous voyez, pratiquement donc cette recherche, cette revue systématique a consulté pratiquement 2566 articles et puis sur les analyses, il y a 22 essais qui ont été donc inclus. Et vous voyez donc les biologiques qui ont été étudiés, l'abatacept, l'adalimumab, l'étanercept, le goli, le Ritux et le tocilizumab. Bien sûr, l'objectif, c'est de voir est-ce que l'association avec un DMARD fait mieux, fait moins ou fait autant qu'un biologique tout seul. La suivante, s'il te plaît. Alors, on voit bien que en faveur des biologiques, pratiquement toutes les études, donc ça, ils ont pris le facteur ACR20, donc, et on voit que donc, du côté donc l'association biologique plus donc DMARD donc fait mieux que le biologique tout seul. Ça
Donc, ça, c'est un point important, surtout pour la CR. Parce qu'avant, quand on pensait donc à l'association biologique plus un DIMAR, c'était pour le maintien du biologique. Maintenant, c'est pour l'efficacité. La suivante, s'il te plaît. Et là, sur le plan structural, là aussi, ils ont pris le score de Sharp. On voit que, effectivement, le fait de garder un DIMAR avec un biologique fait mieux qu'un biologique en monothérapie, donc chez ces polyarthrites rhumatoïdes. Et ça concernait pratiquement 22 études randomisées et qui étaient de bonne méthodologie clinique. Suivante, s'il te plaît. Alors, il y a ce poster qui m'a semblé très intéressant et surtout pour voir un petit peu l'impact donc de la masse graisseuse, donc l'impact du BMI quand on change un anti-TNF. Ici, c'était le biosimilaire de l'infliximab, le CTP13, donc qui était donné d'abord en IV. Donc pour la polyarthrite rhumatoïde, donc c'est la posologie de 3 mg kg. On sait que c'est dépendant du poids quand on est en IV, mais quand on passe à ces biologiques en sous-cutané, donc ça devient une dose unitaire, ça devient donc une dose qui est fixe. Est-ce que le fait de garder cette dose fixe chez des patients qui sont en surpoids, est-ce que ça a la même efficacité? Donc, c'est que le fait de donner donc la dose habituelle qu'on a l'habitude de faire en IV. Donc, ce poster-là, donc c'est une étude sud-coréenne, et donc ils ont initié initialement le CTP13 par voie intraveineuse. Quand les patients ils sont bien, donc pratiquement à la 6e semaine, ils sont passés à la voie sous-cutanée. Et là, pour faire, ils ont pris 3 types de malades. Des malades avec un BMI qui est tout à fait normal, des malades en surpoids et des malades avec un BMI au-delà de 30. Et l'objectif, c'est de voir effectivement est-ce qu'on a une efficacité à garder donc une dose. Alors la dose qu'ils ont choisie, c'est 120 mg SOCUT 2 fois par semaine. Alors je ne saurais pas vous dire pourquoi ils ont ce choix arbitraire de 120 mg. Donc quand on fait ça fait 240 mg. Est-ce que peut-être ils ont pris la moyenne d'un adulte qui a 80 kg, donc qui reste quand même un peu au-delà de la normale. Alors, toujours est-il, suivante s'il te plaît. Donc, on voit sur pour ces patients, que ce soit bien donc avec un poids normal, avec le surpoids, avec l'obésité, donc les résultats sont les mêmes, donc la réponse est maintenue, donc c'est un total de 165 patients, donc nous avons un résultat qui est tout à fait comparable. La suivante s'il te plaît. Voilà, on voit que les courbes sont superposables, donc pour si vous voulez, les 3 types de malades. Et là, donc le résultat, c'est que le fait de passer donc à la voie sous-cutanée chez ces malades avec un biosimilaire de l'infliximab, donc on garde la même efficacité. Et là, donc ça va être validé comme thérapeutique, donc en faisant fi du BMI. Et on sait que les adipokines, donc c'est un facteur cytokinique important, donc il y a plus d'inflammation. Et là, avec cette étude-là, on est plutôt rassuré pour donc le traitement en sous-cutané pour ce biosimilaire, donc le infliximab. La suivante, s'il te plaît. Alors, je termine. Donc là, c'était le samedi. Je était en train de faire le shopping. Donc, j'étais voir un peu le père Smolen, qu'est-ce qu'il raconte pour les nouveautés donc, de l'EULAR 2019. Alors, il y a toujours 4 principes généraux et 2 recommandations. Donc, les suivantes, s'il te plaît. Donc, il n'y a pas de grand changement concernant les principes généraux. Donc, au principe D, c'est qu'on va voir à faire un profil hétérogène donc de polyarthrite rhumatoïde. Et là, ça explique un petit peu donc, certains changements, une escalade thérapeutique chez nos patients. Donc, ça, c'est la nouveauté. La suivante, s'il te plaît. Alors, pour les recommandations de 1 à 5, pratiquement aucun changement, donc c'est resté la même chose par rapport à 2016. La suivante, s'il te plaît. Alors, pour la recommandation 8, donc là, effectivement, en présence de facteurs de mauvais pronostic,
ou bien donc d'une paire qui échappe au traitement donc conventionnel. Donc initialement, donc sur la gauche, c'était le traitement par biologique ou bien par les petites molécules, mais toujours la pratique voulait qu'on commençait avec les biologiques. Maintenant, ce volet-là de pratique a été suspendu et là, pratiquement, donc, les petites molécules sont mises au même niveau qu'un biologique. On peut commencer par l'un ou pour l'autre. Donc, c'est un petit peu le changement sur la recommandation 8. Suivante, s'il te plaît. Donc, pareil, là aussi, c'est la même chose. Et on voit que le niveau de preuve pour notamment pour les JAK inhibiteurs est un niveau de preuve qui est quand même important. Il est de l'ordre de A. Et puis ça, c'est très important. Et bien sûr, en cas de rémission, bien sûr, on va diminuer donc les traitements initiés. La suivante, s'il te plaît. Voilà, donc c'est la dernière. Bon, les recommandations, toujours que la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde donc, a été revue, mais il y a toujours des principes qu'on connaît qui restent de nid. C'est le T2T, donc le trait to target, donc avec l'objectif soit la rémission, soit le low disease activité, bien sûr en utilisant des instruments d'évaluation. Le méthotrexate, c'est le gold standard, doit être initié en première ligne avec des corticoïdes. Alors pour les corticoïdes, j'ouvre une parenthèse, c'est 3 mois, maximum 6 mois. Et puis donc cette stratégie méthotrexate plus corticoïdes, donc récemment, donc ça a montré qu'il peut avoir un effet aussi efficace que les anti-TNF, et même aussi que l'abatacept ou le tocilizumab. Donc, la moralité, c'est de traiter tôt et d'initier le méthotrexate avec une petite corticothérapie. Bien sûr, en cas d'échec thérapeutique, on peut commencer par n'importe quel biologique ou un JAK inhibiteur, donc en premier. Pourquoi? Parce que le LAR dit qu'effectivement, on peut, bien sûr, ces thérapies ont montré une efficacité qui est similaire. Voilà, je crois que c'est la dernière. Et je vous remercie. Merci, Safia. Donc, on peut ouvrir la discussion. Alors, Linda, je crois que tu as la main. Un grand merci, professeur Hachmet, pour votre présentation et le choix de différentes communications qui ont concerné en fait les différentes comorbidités, mais aussi la problématique de la pneumopathie interstitielle diffuse. Et d'ailleurs, on a une question dans ce sens, et bien sûr les actualités thérapeutiques. Donc, je veux commencer par prendre la première question du docteur Hekko. Ginel, est-ce qu'il y a des traitements spécifiques de la pneumopathie interstitielle diffuse et des autres atteintes pleuropulmonaires de la polyarthrite rhumatoïde, genre humurel, endoxan, biologique? En principe, je pense qu'il faut d'abord définir la pneumopathie. Il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques traitements qui sont en train de se mettre en cours, mais ça a été un petit peu initié dans la sclérodermie. Il y a des essais, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment grand-chose. Il faut savoir pourquoi ça survient. Et on a vu là qu'il faut savoir un petit peu la pneumopathie interstitielle diffuse, de quelle nature elle est. Donc, parfois, ça peut être. On a vu, d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais partager avec vous. C'était qu'initialement, le méthotrexate faisait mieux sur ces pneumopathies interstitielles diffuses. Mais pour dire qu'il y a vraiment un traitement, je dirais probant, pour l'instant, non. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir quand on a un début, par exemple, d'une pneumopathie avec un aspect envers dépoulé, ce qu'on fait toujours, c'est l'essai des corticoïdes. Donc là, ça peut un petit peu arrêter le processus, je dis bien au départ. Dans la fibrose, les traitements antifibrotiques, vous en avez une idée, professeur? Oui, c'est ça. Ça a été essayé. Il y a pas mal de traitements antifibrosiques, mais plutôt ça a été essayé dans d'autres pathologies, notamment dans la sclérodermie. Mais vraiment, il n'y a pas beaucoup de recul. Il y a des essais, il y a pas mal de choses qui se mettent au point. Peut-être qu'on aura un peu plus de recul plus tard.
Moi, je pense que le méthotrexate, elle a été complètement blanchie dans le risque d'aggravation ou de survenue de la pneumopathie interstitielle diffuse. Il y a pas mal de travaux qui ont démontré son intérêt dans la prévention de la survenue de la PID, oui. Moi, je pense effectivement, c'est pour ça que je voulais en discuter un petit peu, parce que là, le méthotrexate, il est incriminé, et quand on voit pas mal d'arrêts de méthotrexate pour des polyarthrites, et ça entraîne des poussées, alors que finalement, je pense, là, on a pas mal d'études qui sont plutôt rassurantes. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter pour arrêter le méthotrexate pour ces polyarthrites. Donc, il y a beaucoup de questions qui concernent les néoplasies et la polyarthrite rhumatoïde. Donc, il y a Dr Zraq donc, parmi les polyarthrites rhumatoïdes qui ont fait un lymphome, y a-t-il des polyarthrites rhumatoïdes sous rituximab? Alors là, ils ont enlevé tout ce qui est facteur confondant, effectivement, et même les PR qui étaient associés au syndrome de Sjogren, syndrome sec, syndrome de Sjogren, ont été éliminés donc de ces polyarthrites-là. Donc non, je n'ai pas vu de PR, de lymphome plutôt dans cette étude-là, donc de lymphome sur Ritux. Donc, il y a professeur Hassiko qui rejoint un petit peu la question du docteur Zraq, donc sur le fait qu'il vient de faire un diagnostic de néoplasie du col chez une patiente polyarthrite rhumatoïde âgée de 53 ans sous traitement rituximab depuis 3 ans. C'est possible, c'est possible. Donc, on a dit, ça existe, il y a un risque qui existe, qui est là. Bon, je pense que ça, c'est des cas particuliers, mais quand on voit un peu donc la littérature, alors ce qui sort quand on compare, si vous voulez, les PR par rapport aux sujets normaux, c'est plutôt le cancer pleuropulmonaire qui arrive en premier. Ces cancers, soit des cancers, par exemple, ovariens ou utérins, sont plutôt des raretés, mais toujours est-il, bon, il faut rester prudent. Ce sont des traitements biologiques, je pense qu'il faut rester prudent. Et puis, rien ne remplace un examen clinique, rien ne remplace un interrogatoire. Au moindre signe, bien sûr, il faut arrêter, il faut explorer la patiente. Donc, pour rester dans les néoplasies, il y a professeur Niemen qui pose la question concernant les recours ELAR. Le rituximab a été mis en première ligne après échec d'un classique d'IMARS, ou bien elle est toujours en seconde ligne? Là, Ardouane, ils mettent tous les biologiques en même titre. Tu as vu sur la plaque, ils mettent pratiquement tous les biologiques avec les. C'est une question que je me suis posée. Donc, pratiquement là, il revient un petit peu à ce qu'on a adopté il y a quelques années en mettant le rituximab, on l'avait mis pour d'autres raisons. Mais là, il n'y a pas de distinguo pour le Ritux avec les biologiques, les autres. Toujours dans le même sens, il y a Dr Yacoubi qui pose la question. Le risque néoplasique dans la polyarthrite rhumatoïde dépend aussi de l'âge du malade, donc le terrain. Alors là, pour l'étude, non, c'était des sujets qui étaient moyennement âgés, donc il n'y avait pas vraiment parce qu'ils ont éliminé ces facteurs-là, ces facteurs confondants, qui est l'âge, qui est d'autres comorbidités. Donc ils ont vraiment pris des polyarthrites, disons de la vraie vie, des polyarthrites normales. Mais effectivement, l'âge en soi reste un facteur indépendant de la polyarthrite rhumatoïde qu'il va falloir prendre en considération. Donc il y a Dr Oudriri qui pose un commentaire. Le grand problème en fait, qui se pose toujours, c'est celui de lien de causalité entre traitement biologique et apparition de néoplasie. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il faut faire un screening. Moi, je pense qu'il faut prendre les choses au départ. Donc, c'est clair que au départ, il faut faire un screening, il faut voir, il faut examiner ces malades, au moindre doute, faire une exploration comme il se doit. Moi, je pense que c'est le meilleur moyen d'éviter. Et puis, au moindre doute, donc, il faut respecter la règle s'il y a des antécédents de néoplasie, bien sûr, il faut respecter la règle des 5 ans avant d'introduire ou d'instaurer le biologique. Le problème chez certains malades, c'est que parfois on a du mal à retrouver, donc l'étude histologique, on a du mal à retrouver
des documents qui prouvent ça aussi, ça peut parfois être un problème. Mais je pense que le risque, il est là, donc le risque n'est pas nul. Il est faible, certes, donc avec ce qu'on vient de voir, mais il faut toujours, je pense, rester, comme on dit, attaché au patient, attaché à la clinique, et essayer de voir au moindre doute une exploration, je dirais, complète, et pour ne pas passer à côté d'une néoplasie sous-jacente éventuellement. Donc, il y a Dr Manes qui dit merci pour ce tour d'horizon Rick Eulard, très bien fait. Et ça va me permettre de revenir sur la pneumopathie interstitielle diffuse, la PID, et la question, le commentaire plutôt du professeur Hassiko. Qu'en penses-tu d'un dépistage TDM haute résolution systématique pour les patients PR masculins séropositifs, étant donné que les complications pulmonaires sont plus fréquentes chez l'homme par rapport à la... Oui, c'est une excellente question, Hasna, parce qu'avec la radio standard, moi, je pense que c'est une fausse assurance. Donc là, je suis de ton avis d'aller vers une TDM haute résolution. Donc, il y avait des études qui ont comparé des malades chez qui on avait fait donc, des radios standards avec des malades qui avaient uniquement la TDM haute résolution. Et je crois qu'on passe à côté de pas mal vraiment de problèmes pleuropulmonaires. Je pense que là, c'est pas il y a un côté médico-économique, je suis tout à fait d'accord. Mais là, c'est une fausse assurance de rester uniquement sur une radio standard. Il faut aller à la TDM haute résolution. Comme ça, on est sûr. Et surtout, là, nous avons des facteurs prédictifs. On vient de le voir, sexe masculin, donc une paire qui est tout à fait, je dirais, active. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments pour ne dire qu'il faut faire la TDM haute résolution. C'est ce qui a été fait dans l'étude là. Donc, les Américains ne parlent même pas de radio standard, c'est la TDM haute résolution pour pouvoir donc tirer au clair le problème. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Hasna, c'est ce qu'il faut faire. Donc, il y a professeur Tahiri qui dit pouvez-vous nous donner plus de détails concernant le poster biosimilaire et BMI? Alors là, donc ça, c'est une étude sud-coréenne. Donc, c'est le biosimilaire de l'infliximab. Donc, l'infliximab, on le sait tous, c'est en IV dans la polyarthrite rhumatoïde. Ça dépend du poids. Donc, c'est 3 mg kg. Ça peut aller un peu au-delà, 5 mg. Donc, de toute façon, ça dépend. Là, ça rejoint un petit peu, si vous voulez, le tocilizumab en sous-cutané. Donc, c'est la même chose. Quand on avait une dose en sous-cutané, c'est une dose fixe. Et là, pour montrer un petit peu le point fort de cette étude, c'est qu'ils se sont dit, avec 120 mg, donc ça nous fait 240 mg 120 mg sous-cut 2 fois par semaine. Donc, si on met cette posologie-là, donc il y a certains malades qui sont, par exemple, qui répondent au poids idéal avec cette posologie-là, ils vont être bien. Mais qu'en est-il des malades qui sont en surpoids? Ça veut dire qu'on est sous-dosé. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, c'est pour ça qu'ils ont extrapolé un petit peu vers le surpoids et vers l'obésité. Moi, je trouve que c'est très intelligent, c'est très ingénieux comme raisonnement chez l'auteur sud-coréen de pouvoir dire ça. Et puis, ça va nous donner une assurance, parce que probablement qu'on ira tous vers les sous-cut dans les biologiques, avec sa dose qui est fixée. Moi, je ne peux pas dire pourquoi ils ont fixé 120 mg 2 fois par semaine. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais en tout cas, ça a marché. Et puis, donc, il y a un maintien thérapeutique et puis une réponse thérapeutique pour les sujets qui sont normaux, les sujets qui sont obèses et les sujets en surpoids. Donc, c'est plutôt de bon augure pour, si vous voulez, le biosimilaire en sous-cutané, donc de l'infliximab. Parfait. Il y a une question du docteur, de notre collègue, docteur Bordla Nesrine. S'il vous plaît, dose de corticoïdes initiale. Alors, dans la polyarthrite rhumatoïde? Je pense, oui, puisqu'on est dans la polyarthrite. Et aussi après métaux, même question du docteur Bordla Nesrine toujours. Après métaux, est-ce que c'est association d'IMARTS ou biothérapie? Ça dépend là. Donc, si on répond bien aux métaux. Alors, pour les corticoïdes, moi, je réponds rapidement. Donc, c'est la faible dose, la plus faible dose, et puis dans la durée, la plus minimale, 3 mois, maximum 6 mois. Donc, on va avec 10 mg, et puis en 7,5, puis à 5 mg.
Et là, donc, il y a un travail, je ne sais pas si Fdoua en a parlé, donc des complications des corticothérapies en cours. Donc, il y a un travail qui a été fait avec des complications même à 10 ans pour des petites doses de corticoïdes. Il y a pas mal de problèmes donc, de mortalité, de problèmes de surinfection. Donc là, vraiment, les corticoïdes, on est clair, petite dose, courte durée. Donc, c'est initialement pour initier le traitement et en attendant que le méthotrexate fasse effet, on sait qu'effectivement, donc, il y a un temps de latence avant l'effet du méthotrexate. Alors, pour la dose de méthotrexate, en général, on commence, nous, il y a des études qui ont été faites pour voir est-ce qu'on commence à 10 ou à 15 mg. Donc, on peut faire les deux, il n'y a aucun problème, 10 ou 15 mg. Mais ce qu'il faut surtout, avant de penser changer ou de switcher ou d'aller, c'est d'optimiser le méthotrexate. C'est quelque chose, un message à faire passer, c'est vraiment d'optimiser le méthotrexate, aller à 20 et voir à 25. Au-delà, quand on voit que ça ne marche pas, à ce moment-là, on peut penser en fonction, bien sûr, donc là, les guidelines ils sont clairs, en fonction de la présence, oui ou non, donc un facteur de mauvais pronostic, soit une association de DMARD, soit vraiment un passage à un biologique. Encore faut-il passer par l'optimisation, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a eu justement un travail intéressant présenté à l'EULAR qui a concerné l'optimisation du méthotrexate versus l'escalade de traitement biologique d'emblée. Il s'avère que l'escalade se fait à partir d'une dose moyenne de méthotrexate de l'ordre de 15 mg semaine, oui. On n'optimise pas assez. Oui, dans la vraie vie. Oui, on n'optimise pas assez. Et ça, je pense, c'est un tort parce que effectivement, c'est l'escalade thérapeutique et qui nous dit que les autres DMARD vont être tolérés. Et moi, je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Et puis, nous avons des facteurs de mauvais pronostics qui peuvent nous aider à prendre la décision rapidement. Et la carte du méthotrexate aussi, qui reste quand même le gold standard, comme c'est stipulé dans les différentes recommandations, que ce soit nationales et internationales. Et je tiens à appeler à réfléchir, en fait, l'actualisation des recommandations marocaines de la polyarthrite rhumatoïde. Et les recommandations de prise en charge, de gestion plutôt de comorbidité chez nos patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est un appel à l'ASMR. Oui. Ouais, je pense qu'il y a Rachid et Erdogan qui sont avec nous. Je pense que le message est clair. Hein. Donc, je vais revenir sur un commentaire du... Voilà, donc j'ai la réponse. Il y a Erdogan qui dit que c'est imminent. Merci Erdogan. Un grand merci. Donc, je reviens sur un commentaire très pertinent du docteur Yacoubi. Toujours dans le cadre des néoplasies, faut-il informer les patients de ce risque? Et je pense qu'il y a eu un commentaire du professeur Bahé dans le même sens. Ça pose toujours la problématique de comment informer et éduquer nos patients. Je pense qu'il y a un travail d'éducation thérapeutique. Donc là, je tiens à saluer toute l'équipe qui travaille là-dessus, donc l'équipe de l'ASMR. On y travaille, donc il y a pas mal de tubes qui ont été faits, pas mal de présentations. Je pense que là, on est sur la bonne voie. C'est clair, alors faut-il, oui ou non, prévenir le patient pour répondre à la question d'Amine? Alors, ça dépend. Il y a des patients qui veulent te savoir, on va tout leur dire. Il y a des patients chez qui juste le terme cancer, donc ils vont fuir de ton cabinet. Je pense là, il faut un petit peu relativiser la chose. Nous avons des statistiques. Donc, si la malade veut te savoir, on peut faire une checklist de tout ce qui peut se passer donc, avec les biologiques. Sinon, c'est un malade qui va avoir un petit peu quels sont en général la question qui se pose. Ils ne vont pas vers les néoplasies, ils vont un petit peu vers ce qui sont les effets secondaires les plus fréquents. Et là, on peut effectivement donc répondre avec ce qui est fréquent. Mais le malade, il a le droit de savoir. Et vivement une application pour, en fait, checklist de toutes les comorbidités, à l'instar de l'application de notre ami professeur Bouchy et son équipe que je tiens à saluer pour ce travail très excellent qui va être vraiment un atout majeur pour notre pratique. Il y a Rachid qui dit la même chose, donc il faut éviter en consultation. Je suis tout à fait d'accord. Donc, voilà, le surrisque d'infection et le néoplasie, a fortiori les néoplasies, donc je pense que ça va faire fuir les malades.
Oui, je ne laisse pas passer l'occasion. Je félicite Iman. Donc, j'ai vu le travail qui est excellent. Donc, félicitations Iman et à toute l'équipe. Vraiment, c'est un outil d'une très grande utilité euh, pour tout le monde. Donc, il y a une question, si le patient présente un critère de sévérité d'emblée au diagnostic, est-ce qu'il faut taper fort, méthotrexate et biologique en association ou bien bithérapie d'emblée? Alors, les deux attitudes se valent. Donc, ça nous arrive parfois de commencer avec des biologiques pour certains profils vraiment de PR. Alors, taper fort avec le méthotrexate, c'est pas, je pense, une question de dose. Un malade qui répond à 15 mg, donc on reste à 15 mg. C'est pas en commençant par 25 qu'on va avoir, peut-être là qu'on va avoir l'effet inverse. À 25, on peut avoir des effets secondaires. Donc, il faut aller tout doucement avec le méthotrexate. Alors, biologique en premier, oui, il y a des indications. On peut commencer des PR sévères d'emblée, donc des PR, comme on dit, explosives. On peut commencer avec un biologique et puis après, on peut revenir, bien sûr, au DMARDS classique. Donc voilà, je crois que c'est tout. J'ai rien oublié, je l'espère. Donc merci au professeur Lelavi, au professeur Hachmilel. Merci à tous les participants. Merci. Un grand merci au laboratoire Janssen pour leur soutien à ces réunions Highlight ELAR 2020. Donc je vous donne rendez-vous au prochain webinaire sur les Highlight ELAR spondyloarthrite qui aura lieu mardi prochain, 16 juin. Donc, j'espère très vivement qu'on sera très bientôt affranchi de cette distanciation spatiale et aussi sociale. Donc, à très, très bientôt et très bonne soirée à tous et un grand merci. Merci Linda. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Très bonne soirée à tous. Merci.